voudrais insister donc sur la crise du système de protection sociale, pour autant qu'on appelle ça une crise. Hein, on a un État social qui s'est construit. Alors, pour moi, il s'est construit à partir de la fin du 19e, je dis bien 19e, avec la fameuse loi sur les accidents du travail en 1898. Et donc, cet État social qui se met en place, évidemment, avec un point important qui est l'après-deuxième guerre mondiale, l'objectif de cet État social, c'est de construire un système de protection qui vise des ayants droit. Hein. Donc l'État social va essayer de catégoriser les personnes, si vous voulez, et y venir en aide à condition qu'elles soient des ayants droit. Hein. Donc c'est bien la logique de la classification, de la catégorisation qui font que ce sont ces personnes en tant qu'elles sont ayant droit qu'elles peuvent prétendre à l'aide de l'État social. Un statut, en fait. Question du statut. Un statut, mais un statut qui est lié à une description qui permet de savoir si on est handicapé, si on est chômeur, de vrais chômeurs, de vrais handicapés, à quel taux, etc., etc. Et donc, moi, j'ai travaillé sur le handicap, mais j'ai pu analyser les rapports des médecins des cotorep, où on voit qu'il y a toute une liste pour la même personne. On sait que le bras, il est incapacité à 30%, 20%, 3%. À la fin, on fait une somme, manque de bol, on arrive à 78%, on n'est pas à 80%. Vous voyez ? Donc il y a cette idée de la catégorisation et de la classification qui donne des droits aux personnes qui sont ayant droit. Alors, les nouvelles notions dans les politiques sociales, je crois que Maryse l'a rappelé, c'est que à partir de la fin du 20e, et probablement avec la circulaire Questio, on ne s'arrête pas simplement à la personne qui est ayant droit, on va rentrer une nouvelle notion de la personne qui est la personne concrète. Et la personne qui est ayant droit ne peut, au niveau de sa prétention, aller au-delà de ses droits auxquels elle peut prétendre. Par contre, la personne ayant droit peut être aussi regardée comme une personne concrète. Ça veut dire quoi ? Qui a ses projets, son projet de vie, ses envies, ses désirs, ses préférences, etc. Donc, si vous voulez, on introduit dans le travail social une logique non catégorielle à côté d'une logique qui reste encore catégorielle. Et donc, la notion de personne... Alors, moi, j'ai regardé, alors, non pas la circulaire Questio, mais les conséquences de la circulaire Questio, c'est-à-dire que la notion de personne concrète, elle entre en France dans le Code d'action sociale et des familles en 1983. Hein, on va dire, voilà, on va s'intéresser à la personne, à son autonomie, etc. Vous voyez, et ça va au-delà, c'est-à-dire qu'on peut être handicapé à 80%, mais on peut avoir envie de déménager, de se rapprocher de sa famille, etc. On peut avoir des envies qui vont au-delà du droit que donne la catégorie. Donc, on assiste, si vous voulez, je reprends le terme d'institutionnalisation, à une institutionnalisation de la personne concrète comme catégorie de l'action sociale, mais alors que la personne abstraite, l'ayant droit, continue à être tout aussi valable. Voyez ? Donc, tu as parlé de complexité, effectivement, les choses deviennent bien plus complexes qu'elles ne l'étaient auparavant. Deuxième point, et donc j'en aurais fini sur cette première partie, c'est que cette personne-là, on va la considérer aussi à partir de la fin du XXe siècle comme étant vulnérable. Très intéressant, la vulnérabilité, précisément parce que c'est indéfinissable. Vous voyez, on peut avoir une logique de la pauvreté, on peut sortir de la pauvreté avec des seuils, etc. On peut sortir de l'exclusion. Heureusement, on ne peut pas sortir, à moins d'être mort, de la vulnérabilité. Donc on est toujours plus ou moins vulnérable, ce qui veut dire que les travailleurs sociaux qui ont à soutenir des personnes vulnérables ne peuvent faire autre chose que de les rendre un peu moins vulnérables.
J'ai travaillé dans le champ de la tutelle, peut-être certains d'entre vous ont travaillé dans ce domaine-là, où on parle de personnes vulnérables, de personnes particulièrement vulnérables et de personnes plus particulièrement vulnérables, ce qui montre bien qu'il y a une gradation qui est absolument infinie, mais précisément parce que cette notion introduit un flou. Mais un flou positif, je ne le critique pas, un flou dans la définition de ce qu'est une personne. La personne est vulnérable, mais on ne sait pas très bien dire jusqu'où va cette vulnérabilité. Deuxième point, toujours lié à la personne, c'est que cette personne réputée vulnérable, etc., en plus, elle doit être autonome. Autonome, c'est-à-dire que la vulnérabilité n'est pas suspensif de son autonomie. Alors, je travaille actuellement sur le polyhandicap avec des parents, etc. Et donc, je vous lis un extrait d'un rapport de l'HAS de 2020 qui dit « La reconnaissance de la personne handicapée comme une personne à part entière, actrice et citoyenne, est une condition première à tout accompagnement. » Alors, une personne handicapée, c'est une personne qui a des déficiences intellectuelles, sensorielles et motrices. Et je ne dis pas que cette personne ne peut pas communiquer, elle peut le faire, mais ça demande un investissement extrêmement important des professionnels et des parents, mais on n'a pas comme ça quelqu'un qui... voilà. Mais malgré ça, l'État social dit « cette personne est autonome ». Donc vous voyez un peu la difficulté, c'est-à-dire que les travailleurs sociaux vont avoir comme mission de prendre en compte de besoins, les préférences de personnes qui, à la limite, ne s'expriment pas, ou alors expriment des désirs ou des préférences qui peuvent paraître complètement incroyables.